Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter cette version originelle exceptionnellement politique, un peu de développement. C'est une émission que vous avez la possibilité de suivre à travers d'abord Peuple d'abord Télévision et aussi sur les plateformes d'internet. Également, écrivez tout simplement sur Google version originelle TV et aussi à travers notre compte Facebook Joseph Kayembe, vous aurez l'intégralité de cette émission. Je suis heureux, comme je le disais tantôt, de vous présenter cette émission. Je vais recevoir sur ce plateau quelqu'un qui n'est pas présenté. Il est habitué de ces plateaux quand même. Tout puissant Van. Bonjour Van. Bonjour Joseph, bonjour à tous les téléspectateurs, mais également tous les internautes qui nous suivent. Merci de la nouvelle invitation et de la considération que tu me fais. Merci beaucoup cher ami. Je rappelle que vous êtes journaliste du Grand Kassai et aussi membre du panel. C'est dans ces cadres que je vous reçois sur ces plateaux pour parler aussi de questions très importantes. Quand je parle des questions très importantes, c'est parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'abord, quelle analyse faire sur la perception des garanties obtenues des différents proches des chefs de l'État, sur la concrétisation des projets de développement du Kassai. Je crois, Van, vous avez côtoyé, réalisé plusieurs émissions avec les proches des chefs de l'État, également les conseillers spéciaux, les conseillers principaux, etc. Et sur ces plateaux, vous allez nous dire quelles sont les garanties. Est-ce que la région du Grand Kassai, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent aussi penser, ils peuvent avoir l'espoir que quelque chose peut changer dans les Grands Kassai. Mais avant peut-être d'en parler, nous allons, vous êtes parents et comme moi, les enfants vont reprendre le chemin de l'école le lundi prochain, le 5 septembre. Et le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a réuni tous les syndicalistes, les représentants ou soit les directeurs provinciaux et tous les acteurs de l'éducation pour parler et préparer la rentrée. D'abord, quelle perception de cette rentrée qui s'annonce d'ici le lundi prochain 20? Merci beaucoup de la question, Joseph. Je crois que la rentrée s'annonce. Il y a de nouvelles questions qui se posent au-delà des questions principales qui sont toujours au rendez-vous à chaque annonce de la rentrée scolaire au pays. Je me dois ici de poser la question, est-ce que les revendications des enseignants ont été prises en compte? C'est vrai qu'avec la nouvelle donne annoncée par le président de la République, cette histoire de la gratuité de l'enseignement avait effectivement des questions qui se posaient autour d'elle pour essayer de rassurer et de maintenir la qualité de l'enseignement en RDC. Alors, il est ici question de se poser des questions. Est-ce que toutes ces questions que se posent les enseignants ont été rencontrées par les pouvoirs publics pour qu'une rentrée soit effective, pour que la rentrée soit effective et qu'elle ne se fasse pas suivre de toutes ces agitations auxquelles on est déjà habitué. Alors là, il y a nécessité que je dénonce
les très mauvaises approches du ministre Tony Mwaba. Ça, il faut que je le dise parce que oui, il a des très mauvaises approches parce que j'ai appris qu'il y a une sorte de patrouillage qu'il est en train de mener pour choisir ses propres syndicalistes, parce que très souvent à l'annonce de la rentrée, il y a des rencontres avec les syndicalistes qui doivent tirer au clair les questions qui se posent avant la rentrée pour que la rentrée soit effective. Parce que l'objectif pour nous, c'est de ne pas assister à des revendications qui ne sont pas rencontrées. Parce qu'effectivement, il faut ici qu'on rappelle que les enseignants ont toujours des revendications dans ces pays. Les enseignants sont classés en ordre complètement inutile parce que nous avons des politiciens qui se font de l'argent alors que des formateurs, nos enseignants, nos parents qui nous ont effectivement encadrés, qui ont fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui, qui ont fait de ces ministres ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, sont vraiment délaissés pour compte. Alors toutes ces questions doivent être évoquées et tirées au clair. Je n'apprécie pas ce que je disais tout à l'heure. La procédure du ministre Tony Mwaba, j'ai appris qu'il y a les Jean Bosco Pouna qui ne sont plus reconnus comme des syndicalistes dans ce pays, alors qu'on les sait. Je te relance. Vous êtes journaliste d'investigation, il ne fallait pas aussi soutenir les anti. Je ne suis pas dans une démarche de soutenir qui que ce soit. Mais moi, je pense. Parce que là, vous dites que le ministre s'est fait ou s'est fabriqué ses propres. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Le ministre a trouvé les quoi? Les syndicalistes, et les syndicalistes font leur travail. C'est ce que j'ai dit, Joseph. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'à la lire où vont les choses, j'ai suivi une revendication qui va dans ce sens. Alors je me dis, est-ce que la démarche du ministre est cohérente? Si elle n'est pas cohérente, il est l'air qu'il revienne en lui-même et qu'il revienne sur terre, qu'il reçoive le représentant des enseignants, qui ont des revendications claires des enseignants. Parce que s'il s'inscrit dans une démarche des syndicalistes qui ne sont pas reconnus par les enseignants, qui ne portent pas correctement la voix des enseignants, on aura une rentrée scolaire qui va être caractérisée par tout ce que nous avons dénoncé en luminaire de cette émission. C'est ainsi que je me dis, sa démarche n'est pas cohérente. Il faut rencontrer le représentant des enseignants qui doivent poser sur la table de vraies questions. Aujourd'hui, si vous voulez que je pose la question, on a soulevé la question de la mise à la retraite des enseignants dans ce pays, cher ami. Comment voulez-vous qu'un État sérieux comme le nôtre remette à la retraite les enseignants avec ce qu'on a considéré comme sommes aujourd'hui? Je vais vous donner un exemple. Je suis fils d'un enseignant. Mon père est menacé d'aller à la retraite. On va lui remettre 5 millions de francs congolais. Ce n'est pas normal. Après avoir enseigné plus de 50 ans, on va lui remettre 5 millions de francs congolais, ce qui représente pratiquement 2500 dollars américains. Alors vous pensez qu'effectivement, on gère une question comme la question de l'enseignement avec beaucoup de légèreté comme celle-là? Il faut qu'on se taise. Moi, je pense qu'il est sérieux aujourd'hui qu'on dise au ministre, j'avais suivi sa rhétorique qui n'était pas du tout cohérente parce qu'il n'est pas son premier forfait, M. Tony Mwaba. Vous vous rappelez qu'il avait même menacé les enseignants l'année scolaire passée, que les enseignants qui n'allaient pas reprendre le cours allaient être désactivés. Et il a même procédé par cette méthode-là. En tout cas, moi, je pense qu'il faut qu'il gère la question des enseignants avec beaucoup de maîtrise, avec beaucoup de maturité, c'est donner l'impression qu'il peut intimider parce qu'il veut parvenir à ses objectifs qui sont complètement saugrenus. Je voulais quand même te relancer, parce que vous savez, il ne faut pas oublier la question de la retraite aujourd'hui. Il ne fallait peut-être pas oublier les efforts du professeur Tony Mwaba. Qu'est-ce qu'il a fait? Quels sont les efforts qu'il a fournis? Je vous parle, ce que je vous dis, c'est des choses vérifiées. Je suis fils d'un enseignant. Je connais ce que les enseignants touchent pour aller à la retraite. Et ceux qui sont allés à la retraite dans la première phase n'ont plus rien. Aujourd'hui, ils sont en train de trimer. Ce qui serait peut-être mieux, c'est d'avoir même, ou soit avoir les 5 millions qui partir mais bredouille. Moi, je pense qu'il faut laisser. La solution ne serait pas de remettre. Donc, vous voulez que les enseignants au jour d'aujourd'hui, parce que nous avons... Non, il ne faut pas les retraiter. Il ne faut pas évoquer la question de la retraite lorsqu'on n'a pas de moyens. Donc, pour vous... Dans un État sérieux... On doit les laisser, même au-delà de 100 ans, parce que je connais quelqu'un... Oui, parce qu'on est dans un État complètement... je ne veux pas évoquer ce que je vais évoquer comme qualificatif. On n'est pas assez responsable dans ces pays qu'on remette 5 millions de francs congolais à des pères de famille. Je vais vous donner l'exemple d'une maman que j'ai rencontrée dans le Congo profond. Ouais. La maman me dit, depuis qu'on m'a remis les 5 millions, ça fait aujourd'hui 3 mois, je ne reçois plus rien. Les 5 millions, je n'ai pas de maison, je n'ai pas vraiment d'assises. Ça veut dire qu'on m'a précipité à la mort. C'est qu'on m'envoie effectivement d'aller mourir
mourir. Parce que même avec les maigres salaires que je recevais à la fin de chaque mois, je pouvais m'organiser. Maintenant, on me prive le droit d'avoir mon salaire, on ne me les donne pas, on m'envoie à la retraite avec 5 millions, j'ai toute une suite que je ne sais pas gérer, parce que tout simplement, je ne suis plus en activité. On me remet les 5 millions, je ne sais plus faire. Ça veut dire que c'est une agitation qui ne dit pas son nom. Il appartient au ministre sectoriel, en intelligence avec le président de la République, d'offrir un cadre du travail, un repos à ses parents qui ont formé les cadres de la République. Il ne faut pas vraiment s'amuser sur cette question-là. Moi, je pense qu'à la rentrée s'annonce, pour revenir dans ce qu'on disait tout à l'heure, toutes ces questions doivent être évoquées par le vrai représentant des enseignants, pas des représentants que le ministre de Umwaba voudrait à tout prix se fabriquer pour faire passer sa logique, qui n'est pas du tout importante. Merci beaucoup, Van. J'espère que vous êtes clair là-dessus, mais il ne fallait pas aussi ignorer les efforts du ministre. Quand même, il a redressé les sous-secteurs de l'EPST et il est en train de lutter contre les antivalets. Hier, toi-même, tu es un fils d'un enseignant et toi-même, tu es un éducateur. Tu sais ce que représentait même les salaires. Donc, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut quand même reconnaître. Même la question de Jean Bosco Puna que vous venez de citer. Mais là, il y a un problème. Il ne fallait pas se laisser emporter par des personnes, si je peux même, excusez-moi le terme, des intrus. Donc, quelqu'un qui, en réalité, vous ne savez pas, il ne représente quelle structure, mais il se dit syndicaliste. Il a été syndicaliste dans ce pays. Je ne vais pas trop m'apaisantir sur sa personne. Ce n'est qu'une question que j'ai évoquée. Moi, je pense que si on s'inscrit dans une logique de rassembler tout le monde, il faut écouter les gens, il faut écouter les vraies revendications et chercher à y trouver solution. Parce que comment voulez-vous dans ce pays qu'un enseignant qui a enseigné pendant plus de 50 ans ne puisse pas avoir des millions de dollars? Moi, je fais les calculs sur les salaires de mon père. Voilà. Maître Emery Patrice Katende, je les salue en passant, au Kasaï profond. Il a enseigné pendant plus de 50 ans. Si vous faites les calculs, depuis qu'il a commencé à être payé, il n'a jamais, tous les calculs faits, touché des millions de dollars. Mais vous avez des individus dans ces pays, parce que tout simplement, ministre, 10 jours simplement, on l'attrape avec des millions dans des poches. C'est du n'importe comment. Je pense que la République doit offrir des chances à tout le monde. Les enseignants n'ont pas mal fait dans ces pays d'avoir choisi cette carrière. Ils n'ont pas volé pour mériter ce traitement qui n'est pas un traitement assez adéquat et sérieux. Merci beaucoup, Van. Je sais que lorsque tu sens que tes intérêts sont menacés, quand même, tu peux faire tout pour que tu sois quand même... qu'on respecte. Oui, ben, cher ami, parce que c'est cela le problème. Vous avez des ministres qui vous touchent des millions. Vous avez suivi toute la récente révélation, Joseph, peut-être pour mettre un terme à ce que je voudrais dire. Ouais. Alors, la récente révélation que nous avons tous suivi sur ce que les bureaux de l'Assemblée nationale touchent, le membre du bureau de l'Assemblée nationale touche, c'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? N'oubliez pas que les députés ont quand même beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Qu'est-ce qu'ils ont? Non, c'est dit n'importe quoi, cher ami. On est dans un pays où il y a des méthodes scélérates qui ne peuvent jamais être acceptées. C'est vrai, les députés, nos représentants et les ministres ne peuvent pas avoir les mêmes traitements avec les Congolais lambda, ça c'est une évidence, parce qu'ils sont quand même nos représentants. Voilà. Mais je ne veux pas que dans ce qu'ils touchent, cher ami, qu'on ne puisse pas observer des écarts abyssaux. Ça veut dire on sent des grands écarts entre ce qu'un Congolais moyen touche et ce qu'eux touchent, alors qu'on ne sait pas voir effectivement ce qu'ils font à la Chambre de représentants. Merci. Moi, je pense qu'il faut éviter cette injustice. Il faut aller vers la justice redistributive pour que les ressources nationales profitent aux Congolais, cher ami. Merci beaucoup, Van. J'espère que votre interpellation a quand même sa place. Et jusque-là, ce ne sont que des rumeurs parce que en réalité, on n'a pas de précision sur les vrais montants de salaire d'un député national. On en parlera avec beaucoup plus de détails. Même la question de l'EPST, je vais vous confronter avec le chargé des communications du ministère. Comme ça, vous allez dire tout ce que vous venez de dire là. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, Van. À cette question, j'espère qu'on doit quand même... vous allez quand même dire un mot, avant peut-être d'entamer les sujets du jour, par rapport à l'évolution de l'Est de la République. On dit que l'Est de la République démocratique du Congo continue toujours à être massacré
Et rien jusque-là n'a pas changé. Et des morts, de violences, etc. Il me semble que la vraie politique n'est pas encore mise en place pour éradiquer ces fléaux à l'est de la République. Je crois que nous avons pris beaucoup de temps, cher ami, à parler sur cette question de l'est de la République. Ouais. Je continue à rappeler qu'il revient de la responsabilité des autorités que nous avons établies de nous offrir la paix. C'est le plus important qu'on leur demande. On ne leur demande pas trop. Il est aujourd'hui ici question de la responsabilité de ceux qui nous gouvernent de tout mettre en œuvre pour trouver la solution à cette situation-là. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons une partie de la République qui est aux mains de rebelles. Ça fait plus de 2 mois que ces trucs de Bunagana est géré par les forces négatives. Alors je crois que il n'a pas été clairement dit sur les efforts du gouvernement quant à ça. On est tous en train de suivre les jérémiades du matin au soir. On a fait confiance à la diplomatie. La diplomatie semble nous donner ses véritables limites aujourd'hui. Voilà. Moi, je continue à croire que la RDC doit se doter des moyens logistiques importants pour mater cette insécurité, parce qu'il n'est pas quand même normal que tous les rapports que nous suivons sur cette situation-là, sur l'évolution de la situation à l'est du pays, fassent état d'un équipement conséquent pour le rebelle, et que la RDC, qui quand même a le plaisir de s'offrir des DIP, on donne les DIP aux professeurs, on donne les DIP à ceci, on donne les DIP à cela, alors que tous ces moyens auraient servi effectivement à acheter des avions de guerre, acheter de matériel qui conviennent effectivement pour qu'on ouvre les faits et qu'on affronte ces gens, parce que ça ne sera pas par la voie diplomatique. Nous avons vu les limites aujourd'hui que la diplomatie de la RDC a prouvées, nous avons vu des limites de la démarche politique approuvée. Il faut y aller vers le fait pour qu'effectivement on trouve la paix, parce que ça n'est de trop. Ça fait quand même des décennies que la RDC est agressée par ses voisins, et que nous on est en train de se complaire à rester dans les bureaux IP de Kinshasa. On peut se déplacer à l'étranger comme si on banalise la vie humaine dans ces pays. Merci beaucoup, Van. Je crois que notre prière, c'est aussi de voir l'Est plutôt, excusez-moi, l'Est de la République démocratique du Congo changer, avoir la paix, et que les Congolais, partout où ils se retrouvent, qu'ils puissent vivre la paix. Que l'Éternel nous aide à éradiquer et pourquoi pas arrêter cette situation. Alors, nous allons maintenant parler de notre sujet du jour. Le sujet donc que nous allons parler, Van, c'est le développement du Kasaï qui de nouvelles garanties. Alors, la question est de savoir quelle analyse faire sur la perception des garanties obtenues de différents proches chefs de l'État sur la concrétisation des projets du développement de la région du Grand Kasaï. Je vous relance. Je disais tantôt, vous êtes membre du panel, journaliste du Grand Kasaï. Vous avez effectué les déplacements du Grand Kasaï ou du centre de la République démocratique du Congo, Kananga, vers Kinshasa, où vous avez rencontré plusieurs proches chefs de l'État, des conseillers, de ceci, de cela. Je crois, selon les informations de notre possession, dans quelques jours, peut-être vous serez reçu par l'autorité lui-même, ou le numéro 1 du pays, pour parler et expliquer tout ce qui concerne les Grands Kasaï, comme vous vous êtes déplacé. Mais il semblerait que, en réalité, rien ne change. Alors, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut, les peuples centre-kassaïens, le peuple kassaïen en général, dans toutes les 5 provinces, peuvent avoir l'espoir de voir leurs provinces respectives changer à travers les constructions des routes, l'électricité, l'eau, etc. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, après avoir rencontré toutes ces personnes, quelle est votre analyse, Van, que vous pouvez faire par rapport à cette situation? Merci beaucoup de la pertinence de la question, cher Joseph. Ouais. Vous avez déjà circonscrit les cadres qui
nous a fait déplacer. Nous sommes à Kinshasa pour faire un plaidoyer actif, rencontrer tous ceux qui ont à dire sur le développement de cette entité-là. Les journalistes de la région du Kasaï se sont réunis pour former un panel de 5 journalistes. Nous nous sommes déplacés parce que nous avons compris qu'à travers le représentant de la région, aucune solution n'a été donnée, une solution pragmatique aux maux dont souffre la région du Kasaï depuis des lustres. On doit ici rappeler que toutes ces gouvernances qui se sont succédées à la tête du pays n'ont pas profité à cette région parce que sans industrie, sans deux routes, sans courant, c'est vraiment difficile. La population a dû développer des mécanismes de résilience, mais c'est quand même pas normal qu'on continue à considérer qu'on a des nouvelles autorités du pays, mais dont les politiques publiques ne continuent toujours pas à profiter à ceux qui habitent cet espace. Dois-je quand même rappeler que le président de la République est issu de cet espace, mais on ne peut pas comprendre que le mandat est en train de toucher à sa fin. Il y a des défis énormes à relever dans cette région. Je dois rappeler que le président a dû faire une tournée dans la région du Kasaï. La première tournée en tant que chef de l'État, il a dû palper de ses propres doigts la souffrance et la misère indescriptible traversée par ses concitoyens. Alors, depuis qu'il est reparti de là, on ne sent pas l'évolution des choses, malgré un chapelet de bonnes intentions qui a été marqué par plusieurs délégations qu'il a dit déployer dans la région. C'est pour cette raison que nous nous sommes dit, parce qu'il est difficile, comme déjà notre milieu est très enclavé, comme il est difficile de toujours avoir toutes ces autorités autour du président de la République, tous ces ministres qui sont ici dans les bureaux IP, chez nous là-bas, pour leur poser des questions sur leur perception du calvaire que nous traversons, nous nous sommes dit, on se déplace, on arrive à Kinshasa, pour tenter de secouer les cocotiers et obtenir de vraies réponses. Qu'est-ce que nous avons fait dans ce pays pour mériter ce traitement qui n'est pas du tout normal? Alors c'est pour cette raison que le panel a dû rencontrer, nous avons produit beaucoup d'émissions. Je vais d'ailleurs vous dire merci et dire merci aux autorités de la télévision Le Peuple d'abord qui nous ont aidés à faire passer certaines de ces émissions que nous avons produites ici. Il y a beaucoup de médias, parce que le panel que nous avons constitué fait passer ses productions à travers 18 médias disséminés à travers la région du Grand Kasaï, dans toutes les 5 provinces qui composent cette région. Nous avons au moins des radios pour qu'effectivement nos productions passent, que ces peuples-là suivent des explications de ses propres responsables politiques. Alors c'est pour cette raison que nous avons produit ces émissions. Il y a de nouvelles garanties. Alors moi je ne saurais pas ici dire que l'espoir n'est pas permis, mais il faut toujours faire une analyse sur les décalages qu'il y a quand même entre la parole du chef de l'État et la concrétisation. Le chef de l'État connaît les vrais problèmes de cette région-là. La région du Kasaï, depuis des décennies, a souffert d'un enclavement qui ne dit pas son nom. Le premier problème, il faut désenclaver complètement cette région. Il faut construire des routes qui vont permettre une circulation de la population et de ses biens. Il y a pas de débouché. Et vous sentez que le peuple livré est abandonné à son triste sort. Le premier problème, parce que je suis toujours de cet avis, que le développement, la route du développement, c'est le développement de la route. Alors si jamais on parvenait par exemple à désenclaver cette région-là, il y a possibilité que les gens essayent de maintenir les caps et vivre chez eux. Parce que on doit ici rappeler, j'étais passé à la télévision Le Peuple d'abord cette fois-là pour rappeler les premières conséquences de l'abandon de cette région. La plupart des jeunes ont fui cette région-là. Vous avez même suivi récemment la difficulté que nous avons eue avec les amis du Katanga qui ont estimé qu'ils étaient envahis. Parce que tout simplement, ils ne pouvaient pas comprendre comment la majorité des jeunes, la majorité des habitants ne font que fuir chez eux pour arriver chez autrui. Donc il faut imposer des conditions de vie de l'autre côté parce qu'il n'y a pas de vie dans cette région-là. Tout le monde qui vit là-bas doit avoir développé beaucoup de mécanismes de résilience. Le deuxième problème qui est connu pour assurer le développement de cette région-là, il faut envoyer quand même l'électricité. Il y a les sempiternels problèmes de l'électrification de la région.
Mais là, Van, il semblerait que dans quelques provinces, déjà, on a déjà commencé les travaux de l'électrification, notamment au Kasaï central, en Mbuji-Mayi, et dans d'autres coins. Et Chikapa aussi, n'en parlons pas, parce que la province du Kasaï, il semblerait qu'ils ont quand même un courant, même si ça coûte cher, un courant ou soit l'énergie qui est quand même régulier. Chikapa jouit de la proximité. Chikapa, les chefs-lieux de la province du Kasaï, jouit de cette proximité avec Kinshasa, la capitale, ce qui fait qu'il y a quand même des travaux de la route. Les gens peuvent à partir de Chikapa rejoindre facilement Kinshasa, mais ce n'est pas pour le reste des provinces, notamment les nouvelles provinces qui ont été créées. Okay. Allez-y là-bas dans le Kasaï profond pour que vous compreniez la pertinence qu'il y a de parler de ces problèmes et la nécessité qu'il y a effectivement de parler de ces problèmes et obtenir des garanties des autorités. Alors je parlais tout à l'heure des écarts qui s'observent entre la parole du président de la République et la concrétisation. Dois-je ici rappeler que le président de la République, Urbi et Orbi, devant la Chambre de représentants, ici à Kinshasa, a dit que la question des Katende devait être réglée. Mais aujourd'hui, le mandat est en train de prendre fin. Il y a un flou qui ne dit pas son nom. Mais nous avons rencontré notamment Alexis Kaimbe, qui est conseiller spécial du chef de l'État. Nous avons rencontré notamment Marcelin Bilomba, qui est conseiller principal du président de la République. Mais vous sentez que dans les réponses, ils sont revenus sur les mêmes leitmotivs, les mêmes garanties, les mêmes assurances. Mais ça va commencer quand, enfin? Parce que le peuple attend le début de travaux. C'est le plus important. Le chef de l'État a dit, par exemple, pour ce qui est du Kasaï central, que la route Kanan-Kalamambouji, qui est l'une des grandes attentes de cette région-là, parce qu'on a considéré que, comme il est difficile, il faut quand même ouvrir le Kasaï central à la mer à partir de l'Angola. Il y a par exemple possibilité que la vie soit maintenue dans le centre du pays. Le chef de l'État avait donné des garanties que 2020, les travaux finiraient. Mais aujourd'hui, nous sommes au mois, bientôt le mois d'août fini. Je me pose la question, il y a encore rien qui a été démarré. Nous avons posé des questions, mais quelles sont les réponses que nous avons rencontrées de toutes ces autorités, pour ne pas les citer? Marcelin Bilomba, par exemple, nous dira qu'il y a 290 millions qui seraient déjà disponibles pour la relance des Katende. Okay. Bon, faut-il encore attendre les études? Mais ces études vont prendre le temps de connaissance. Combien de temps faut-il consacrer à des études pour réaliser des ouvrages comme celui-là? Alors, au regard de toutes ces réponses, il y a lieu de comprendre que pour le premier programme, le premier projet des Katende par exemple, ça ne sera pas pour le premier mandat du chef de l'État. Il faut oublier, il faut oublier cette question. Mais Van, il semblerait aussi que c'est vrai que vous étiez récit par plusieurs proches du chef de l'État, mais au jour d'aujourd'hui, on peut confirmer que l'argent ou la somme est disponible pour la relance de ces travaux. Mais c'est ce que je dis. Alors, ça a été toujours ainsi, mais le peuple attend le début de travaux. Et même encore si les travaux débutaient, il n'y a aucune garantie que les travaux finiraient, en tout cas dans une année, avant 2023. Il n'y a aucune garantie pour ces barrages-là. Parce que nous, non seulement nous avons rencontré les proches du chef de l'État, mais nous avons aussi rencontré les différents personnages qui s'occupent des aspects techniques. On vous dit par exemple les pourcentages qui ont été annoncés pour ces barrages des Katende par exemple, c'est farfelu. C'est pas un pourcentage réel parce que à la suite du passage des Kamouinan-Sapou qui avait ramené pratiquement les efforts à zéro, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien là-bas sur le sud du barrage. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il y a opacité dans la gestion de cette question. Nous avons même posé la question aux députés. Les députés disent qu'il y a un flou qui entoure cette question-là. Pourquoi la gestion des Katende doit être confiée aux personnes qui n'ont pas un lien direct avec la Chambre de représentants, qui a notamment le rôle de contrôler. C'est des conseillers du chef de l'État. C'est très important. C'est des conseillers du chef de l'État qui gèrent, alors qu'en principe, on aurait accordé la responsabilité aux ministres qui ont un lien direct parce qu'ils peuvent être contrôlés, entendus par les députés qui en ont le pouvoir. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est toute cette question qui se pose pour ces projets-là. On s'est dit, par rapport aux nouvelles garanties,
comme je le disais tout à l'heure, c'est le même leitmotiv. C'est la même chanson que nous avons suivie du genre, il y a un engagement ferme du chef de l'État, il y a de l'argent qui sont disponibles, mais l'effectivité des travaux, ce sera pour quand? C'est cela effectivement le problème. Alors pour ce qui est par exemple de route, nous avons rencontré Alexis Kayembe, mais qui vous dit les mêmes problèmes. Alors, avant de parler, par exemple, de route, il faut que je fasse une incise pour ce qui s'observe aujourd'hui à Kananga. Avant la nuit de temps, il y a eu des propositions. Plupart de cadres de la société civile au niveau de la région avaient proposé que comme Katende prend beaucoup de temps, comme les barrages prennent beaucoup de temps, commencez par nous trouver des petites sources d'énergie. Parce que cette région-là a quand même des cours d'eau. À travers des cours d'eau, on peut faire des mini-barrages. Les mêmes conseils du chef de l'État, pour ne pas les citer. Je parle de Marcelin Bilomba, qui était passé cette fois-là dans la région du Kasaï, à la tête d'une délégation, notamment avec les députés Eliezer Ntambwe, qui avait donné des garanties à son temps, avant le début de l'année 2022. Alors, mais par la suite, ils avaient refusé les propositions de la société civile qui pensait qu'il y avait dans l'urgence la nécessité d'offrir un courant même à travers les mini-barrages. Il y a une centrale solaire qui a été un projet initié à son temps par l'ancien gouverneur du Kasaï occidental avant le démembrement, Alex Kandé. Mais ces panneaux solaires, il y en a dans la résidence officielle du gouverneur. Mais pourquoi on ne peut pas nécessairement d'abord commencer par ces projets, leur donner du courant? Ils avaient estimé à l'époque, la délégation du président de la République, de conseil du président de la République, ils avaient estimé à l'époque que ce n'était pas bien pensé d'aller réduire la République pour ne pas répandre l'expression qu'ils avaient utilisée vers les sources d'énergie qui ne peuvent rien apporter. Je peux paraphraser également le conseiller chargé des infrastructures, Alexis Kayembe de Mampende, qui disait à son temps que le gouvernement de la République est très engagé pour offrir Katende au début de ce mandat, avant la fin de ces mandats. Mais aujourd'hui, ils ont compris que c'est une option qui ne tient pas. Parce que même s'ils ne veulent pas le dire ouvertement, c'est une option qui ne tient pas parce qu'ils ont envoyé Anser à Kananga. Anser, c'est une agence nationale d'électrification. Et maintenant, qu'est-ce qu'Anser propose? Anser vient proposer ce que la société civile avait à son temps suggéré, mais qui n'a pas été entendu. On veut par exemple nous amener l'énergie solaire, on veut installer des centrales solaires, on veut installer aujourd'hui des mini-barrages. Mais pourquoi on a attendu longtemps? Moi, je pense qu'il y a possibilité d'analyser dans les comportements et dans les discours que nous avons suivis qu'il y a un véritable souci sur la matérialisation de projets qui ont été annoncés pour assurer le développement de cette région. Chers amis, je dois vous rappeler qu'il n'y a eu aucun projet sérieux depuis toutes ces gouvernances qui se sont succédées à la tête de ces pays en faveur de cette région. Parce qu'on disait que la région du Kasaï était les bastions de l'opposition. Ce qui a fait qu'il n'y a eu rien du tout. Rien du tout. J'avais à son temps plaidé pour la mise en pratique de ce que j'ai appelé un plan Maréchal, spécifiquement pour la région du Kasaï. Le plan Maréchal, je chanterai toujours le plan Maréchal, parce que je donne l'image de ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains ont dit adopter un plan pour la reconstruction de l'Europe déchirée. C'est tout ce qu'il faut pour cette région du Kasaï. Parce que sinon, les gens vont s'entretuer là-bas. Il y a une misère indescriptible. Il y a une misère indescriptible. Il est difficile aujourd'hui de partir de Kananga, arriver à Mbujimaï. Il est difficile d'aller à Lodja. Il est difficile. Il est difficile. Alors, nous sommes venus, nous avons obtenu de nouvelles garanties. Quelles sont ces garanties? On nous dit par exemple pour la route nationale Mbujimaï, Kananga, Chikapa, Kinshasa. Je le disais tout à l'heure qu'il y a des entreprises qui ont paraphé ce marché et qui sont déjà là-bas. Il y a Arab Contractors. On salue ça, la région, on salue ça. Il y a quand même des efforts qui sont fournis, même si les travaux attendus n'ont pas encore effectivement commencé. Mais il y a quand même un début qui est visible parce que là, pour Kananga, ce qui reste, c'est rejoindre Kananga à Kamwesha. Kamwesha, c'est une entité de la province du Kasaï. La province du Kasaï dont le chef-lieu est Chikapa. Alors, à partir de Chikapa, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même des infrastructures qui permettent une connexion rapide avec Kinshasa. Mais quitter Kamwesha vers Kananga, c'est un véritable chemin de la croix. Alors, Arab Contractors a déjà commencé les travaux. Et ça, au moins, on a obtenu des garanties du conseiller en charge des infrastructures, M. Alexis, qui a estimé que ces travaux vont se poursuivre pour connecter Kananga à Kamwesha et assurer facilement la connexion avec Chikapa et Kinshasa. Et ça, on salue. Et il y a aujourd'hui un autre souci qui se pose, c'est sur
les différents programmes qui ont été quand même lancés. Lorsque vous regardez l'allure où les travaux de Chile Gelou s'exécutent à Kananga, c'est quand même une allure qui n'est pas normale. Mais lorsqu'on pose des questions... Parce que je voulais un peu te relancer. Ouais. Mais en quelque sorte, lorsque vous étiez avec ses proches, avec toutes les réalités que vous venez de nous dire ici, vous ne voyez pas qu'on sait lire et comprendre que le chef de l'État a quand même la volonté de faire quelque chose. Oui, mais la volonté... Le problème, oui, la volonté ne suffit pas. Je voudrais ici emprunter l'expression de Sostène Kambidi. Il faut aller vers l'audace politique. Parce que la volonté, je peux venir ici, je donne mes intentions, j'explique clairement que j'ai la volonté de construire un nouvel immeuble pour la télévision Le Peuple d'abord. C'est une volonté exprimée, c'est une intention. Donc ça rentre dans ce que j'ai appelé tout à l'heure un chapelet de bonnes intentions. Mais le peuple n'a pas besoin de ça. Le peuple a besoin des actes concrets. Posez ces actes et vous l'aurez soulagé. Vous aurez soulagé le peuple. Mais en dehors de la volonté, on peut quand même saluer quelque chose du fait Qu'est-ce qui manque au gouvernement de la République, par exemple, de financer? On nous a parlé de 290 millions, si c'est 200... Mais l'argent est déjà disponible. Non, on nous dit que l'argent est disponible. Oui. On nous dit que l'argent est disponible. Mais qu'est-ce qui freine? Parce que tout à l'heure, monsieur Marcelin Bilomba nous disait, avec l'équipe du panel pour cette émission que nous avons tournée, il disait effectivement qu'il y a eu un problème avec les Indiens et ces Indiens sont revenus. Il faut d'abord des petites études pour confirmer effectivement que le montant qui a été annoncé est celui qui doit être dédié pour la réalisation de ces travaux. Alors, jusqu'ici, si ça va continuer à nous prendre du temps. C'est effectivement, c'est à quoi je suis au moins persuadé qu'au-delà de la volonté, il faut de l'audace politique, il faut que les travaux commencent. Qu'est-ce qui manque à la République pour qu'on tourne toujours vers les investisseurs et les expatriés? Parce que c'est ça, effectivement, les discours. Oui, vous avez raison. Est-ce que la République manque de moyens? Est-ce que la République manque de moyens pour résoudre cette question-là, effectivement? Envoyer du courant à Kananga, envoyer du courant dans l'espace Kassai. Non, on ne manque pas l'argent. Mais si aujourd'hui, on est léré vers un discours du genre, nous avons un partenariat. Non. Cassons cette histoire de partenariat parce que c'est kilométrique. Il faut de l'audace politique. Il faut oser. Il faut résorber la crise qui est au Kassai. Sinon, les gens vont s'entretuer. Les gens vont s'entretuer là-bas. Parce que la misère, le niveau de la misère... Aujourd'hui, à Kananga, par exemple, le maïs se vend, une mesurette se vend à 5 000 francs congolais. C'est pas possible. 5 000 francs congolais. Il y a des efforts au niveau de Kanyamaka CC. Ça, on salue. Voilà. Ça a essayé un peu d'apporter une réponse. Mais cette réponse n'est pas pérenne. Il faut, parce que toutes les fois, dans tous les discours politiques, on entend l'agriculture priorité des priorités. Voilà. Mais pour accélérer l'option de l'agriculture, on attend quoi? Voilà. À Kananga, par exemple, la région du Kassai, il y a des terres arables. Voilà. Ça veut dire que Kanyamaka CC, c'est non loin-delà. Il y a des terres arables. C'est simplement question qu'on mette en jeu de moyens, qu'on mette en jeu des politiques assez proactives pour effectivement relancer l'agriculture dans cette région. Je pense que ça, c'est aussi une question de l'autorité provinciale. Mais l'autorité provinciale... Il ne fallait pas attendre... L'autorité provinciale... Le gouvernement central vient de faire ça. Une question pertinente. L'autorité provinciale a quoi comme ressource? L'autorité... Une province comme la province du Kassai central n'a pas une assiette financière conséquente. Je dois vous rappeler qu'après toute la déstabilisation que nous avons connue là-bas avec la gestion intérimaire, une situation qui a été entretenue par Kinshasa. Parce que, rappelez-vous, que le Kassai central est resté sans gouverneur officiel pendant 2 ans. 2 ans. Et pendant ces 2 ans, même alors que le gouverneur était là, la rétrocession n'arrivait pas. La rétrocession, cher ami... Là, c'est pas Kinshasa, Van. C'est Kinshasa qui... Ce sont vos députés provinciaux qui ont compris que quand on est député provincial et on est à l'Assemblée, c'est pour chercher l'argent. C'est pas Kinshasa qui oui, il y a des responsabilités qui sont partagées. Mais pour envoyer l'argent, par exemple, pour envoyer la rétrocession qui n'est pas une manne, hein, c'est des droits. Oui. La rétrocession, c'est de l'argent géré, mobilisé là-bas localement. Déjà, c'est des petites sommes d'argent. Mais pour que ça retourne, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Comment est-ce que vous pouvez attendre d'un gouverneur qu'il relance l'agriculture alors que les fonds qui ont été collectés n'arrivent pas en réalité dans la région du Kassai? Donc, c'est des véritables soucis qui sont en train d'être observés. C'est ainsi que j'en appelle à la responsabilité de l'autorité de Kinshasa. Le président de la République doit vraiment avoir
un œil regardant sur son peuple. Sinon, c'est compliqué, les gens vont s'entretuer de l'autre côté. Si déjà la rétorsion pose problème, l'argent est collecté là-bas, l'argent arrive à Kinshasa. Mais pour que les 40%, les 40% qui sont dus... Et lorsqu'on vous envoie même de quoi, l'argent en question, la rétrocession... On envoie à qui? Moi, je ne suis pas dans la gestion. Quand vous dites quand on vous envoie, c'est comme si vous m'indexez aussi que je reçois l'argent de la rétrocession. Ce sont nos frères. Oui. Et parfois, on envoie... Il y a toujours des détournements, c'est aussi une question. Enfin, donc, on doit aussi interpeller l'autorité et tout ce qui gère ces fonds, parce que c'est aussi ça, c'est aussi ça le problème. Lorsqu'on est devant une difficulté, et c'est Kinshasa qui bloque, et lorsqu'on cherche un peu à décanter, et vous-même vous bloquez, et ça ne sera pas intéressant. Je pense à ce niveau-là, Joseph, nous avons quand même des institutions, tous les Congolais ont admiré le travail que l'IGF est en train de faire dans ce pays, voilà. Mais pourquoi l'IGF ne peut pas décentraliser son action, par exemple descendre au niveau de la région pour nous aider. Je vais vous donner un exemple typique. C'est vrai, ce n'est pas aussi mal. Il y a une responsabilité des gestionnaires locaux. On a envoyé par exemple le frais d'arriéré pour ceux qui ont travaillé dans les cabinets avant la déstabilisation des institutions. On a envoyé quand même l'argent et par la suite, on a appris que ceux qui avaient travaillé n'ont pas été payés. L'autorité provinciale locale a fait main basse sur l'argent qui était dédié à la relance de projets et puis, mais également au paiement de ceux qui ont travaillé dans l'ancien système. Oui, en fait, pour ceux qui ont du Kasaï central, de preuves sont là. Il y a des jérémiades, il y a des gens qui ont écrit, alors qu'à Chikapa tout près, le gouverneur Dieudonné Piem avait payé à ceux qui avaient travaillé dans les anciens cabinets. Des Kasaïens, alors c'est toute cette question-là, c'est ainsi que je pense, j'en appelle aussi à la responsabilité des institutions de contrôle. Si déjà on a compris qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, des assemblées provinciales, le contrôle est très faible, il y a nécessité qu'on renforce le pouvoir de l'IGF, qui est déjà en train de faire un travail des titans, descendre au niveau des provinces, faire un travail d'audit et faire un travail sérieux pour effectivement rationaliser la gestion des maigres finances publiques de la province, des provinces. C'est plus important. Van, la télé, c'est le temps. Je crois que vous allez regarder votre caméra. Vous venez de faire des très belles analyses sur la situation donc, de la région du Grand Kasaï. J'aimerais que vous puissiez regarder votre caméra et placer un message, non seulement au gouvernement central, provincial, l'autorité même. Parce que ce que vous venez de dire, je rappelle que cette dénonciation, si je peux l'appeler comme ça, que vous venez de faire tout de suite, de l'argent qui a été envoyé au Kasaï central, et puis les concernés n'ont pas reçu leur argent. Je pense que prochainement, on va aussi parler avec l'un des proches, ou soit les conseillers du gouverneur du Kasaï central, pour en savoir plus, parce que ce sont des antivaleurs que le gouvernement central, ou soit le pouvoir qui est appelé aujourd'hui, peuple d'abord, est en train de faire tout pour lutter à ces actes. Alors, vous allez regarder votre caméra et placer un message d'abord au gouvernement central en ce qui concerne le développement, et aussi à l'autorité et à toute la population, et pourquoi pas tous les internautes qui vont suivre cette émission. Je pense que le président de la République a un mandat, il a un bilan à défendre sûrement. Autant les autres régions ont connu un développement rapide, il a la responsabilité morale de penser à tout le peuple de la République et faire quelque chose pour soulager la misère. Mais avoir un œil beaucoup plus regardant chez lui, parce que là-bas, ça ne marche pas, il y a des situations qui doivent être réglées. Je continue à croire que l'espoir est permis. Je continue à penser qu'il y a possibilité de mieux faire, parce que même dans tout ce que nous avons fait comme démarche, il y a certains conseillers qui sont arrivés à comprendre qu'effectivement, il y a nécessité qu'on se réveille, il y a nécessité qu'une action publique forte soit menée dans la région du Kasaï pour soulager la misère du peuple. Autant les autres peuples ont bénéficié de programmes sérieux, autant le Kasaï, comme faisant partie de la République démocratique du Congo, doit également bénéficier de ces projets. Les priorités pour le Kasaï sont connues, c'est l'électrification, parce que l'électrification dans tout le pays du monde est un facteur important
du développement. Une fois que l'énergie est là-bas, il y a des compétences. Il y a des jeunes gens qui ont, malgré les difficultés qu'ils endurent, font un travail avec des moyens qui ne sont pas du tout costauds, mais ils les font quand même. Il y a des gens qui endurent, qui ont développé des mécanismes de résilience. Mais pour éviter cette injustice sociale, il faut que le président de la République pense envoyer quand même des efforts importants pour qu'effectivement ces difficultés qui sont perçues à Kananga, à Nananjika, à Chikapa, à Mweka, à Mbujimaï, dans toutes les entités de la région du Kasaï, soient effectivement résorbées. Je parle tout à l'heure de la route. Il faut désenclaver cette région, mais il faut également mettre de l'énergie électrique là-bas. Merci beaucoup, Van. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste et membre du panel. Vous venez de nous donner quand même la bonne information sur quelques garanties quand même sur les projets ou soit sur le développement du Grand Kasaï. Alors, c'est pas la dernière fois, je crois, avant peut-être de rentrer. Jérémy va nous donner encore l'opportunité de vous recevoir et terminer cette question qui est vraiment très pertinente pour la région du Grand Kasaï. Mesdames et messieurs, c'était la version originelle. Je suis très heureux vraiment de vous présenter. J'avais reçu pour vous Van Frédéric Chilanda, journaliste et membre du panel. Vous êtes très nombreux, vous allez suivre cette émission à travers Peuple d'abord Télévision et aussi sur YouTube. Écrivez tout simplement version originelle TV et aussi sur Facebook Joseph Kayembe. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Vous êtes très nombreux, je ne saurais pas tous vous citer. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine.